Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue au point sur l'actualité, édition de ce 14 septembre de l'an de grâce 2022. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média et aujourd'hui, deux sujets nous intéressent. Tout d'abord, un hommage. Un hommage à un homme, celui-là qui a combattu aux côtés de ses camarades pour l'indépendance du Cameroun, même si cela leur a été chippé tout simplement. On lui rendra hommage et ce sera sur ce plateau avec quelqu'un qui fait partie de sa formation politique, l'Union des populations du Cameroun, vous vous en doutez bien. Nous parlons de Ruben Onyobe. Et de l'autre côté, la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction, habituellement désignée Convention d'Ottawa, ou Convention sur l'interdiction des mines, est l'accord international qui interdit les mines terrestres antipersonnelles. La Convention a été conclue, rappelons-le, le 18 septembre 1997 à Oslo, lors de la conférence diplomatique sur l'interdiction internationale totale des mines terrestres antipersonnelles. Et pour l'application de cette convention, la compétence primordiale est reconnue au Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, si nous plantons le décor de cette façon, c'est parce que, selon le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'on enregistre déjà au Mali jusqu'à 200 victimes civiles de mines antipersonnelles utilisées par des groupes armés terroristes. Tout ceci sous le silence assourdissant de la communauté internationale, entendez les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, bref, l'Union européenne, l'OTAN et leurs alliés. Un peu comme si le sort des victimes civiles maliennes ne comptait pas vraiment. A contrario, lorsque les FAMA lancent une offensive contre les groupes terrestres, c'est un concert d'ONG et médias de cette dite communauté internationale qui condamne tous azimuts en alléguant des violations massives des droits de l'homme, des exactions commises contre des supposés civils. Question. Comment comprendre ce deux poids deux mesures? Pourquoi ce silence de la communauté internationale alors qu'un principe phare des Nations Unies est clairement mis à mal des groupes illégaux, qui plus est terroristes? En tout cas, ce sont des questions que nous nous posons au cours de cette émission et les réponses dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être fidèle au programme de Foyo Média. Trois invités sur le plateau central ce soir. Et bien sûr, parmi lesquels, j'aime bien commencer par lui parce qu'il est consultant permanent de cette émission. Jonathan Batengene est avec nous. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Bachir Mohamed Adam. Bonsoir à tous les copanélistes, surtout notre brave et brillant invité, très estimé, que vous allez présenter, mais aussi notre illustre aîné qui a forger déjà les lignes de ce combat à l'époque dans une formation emblématique. Nous aurons l'occasion de revenir sur le parcours d'un héros national, un héros de l'Afrique. Bonsoir à tous les techniciens, bonsoir à la direction générale Foyo Média, bonsoir aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Merci à vous, Jonathan Batengene, surtout pour la fidélité en cette émission, le point sur l'actualité. Vous l'avez dit, un invité de choix, un invité de marque. Il s'agit de celui-là qui, à chaque fois qu'il nous appelle, il y a quand même un bonjour particulier à tout le monde. Il s'agit d'Abou d'Angleterre qui est avec nous sur ce plateau. Abou Armel, bonsoir cher frère Abou. Bonsoir Bachir Ladan. C'est le frère Abou depuis les studios de Douala, de For You Media. Voilà. Je suis tellement content de vous revoir. Je salue tous les techniciens, à commencer par le service de sécurité que j'ai croisé en rentrant, et tous le caméraman, les invités qui sont ici, et surtout le PDG que j'adore, et tous les appelants. C'est le frère Abou depuis les studios de For You Media. Je suis tellement content de cette odyssée. Ça, c'est ma troisième fois encore sur la terre camerounaise, ici à Douala. Et vous savez, le plaisir et la joie est à son paroxysme de voir ici le doyen sur la même table que moi, que je retrouve avec beaucoup de joie, que je salue avec déférence. Et
l'espoir qu'on dit toujours, Badekile, combien de fois brillantissime, et le grand Bachir, le meilleur journaliste du monde. Je vous salue. Merci, merci à vous d'Angleterre. Le voyage n'a pas été très pénible, j'imagine. Cette fois-ci, vous avez voyagé, tout s'est bien passé et vous êtes dans nos studios. Toujours, c'est comme dit, quand on vient sur la terre promise, le voyage ne peut que être doux et langoureux, tellement qu'on est pressé d'arriver sur la terre promise. Douala est béni et moi-même je suis béni avec. Amen. Merci d'être là, très cher Abou, depuis les studios, cette fois-ci, de Foyou Média, vous l'avez dit, doyen. Je l'ai gardé pour la fin et je l'ai fait exprès. Déjà, saluons le doyen, patient, parfum d'homme, panafricaniste par essence et par excellence. Merci d'être avec nous. Merci le maestro Mohamed Bachir Ladan. Très honoré de faire de nouveau ce plateau avec vous. Merci aux jeunes loups, n'est-ce pas, mais aux dents très très acérées et longues. J'ai nommé Jonathan Batengene. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec lui, lui qui est l'espoir de l'avenir, n'est-ce pas. Et c'est pour ça que nous nous battons, parce que nous savons que la relève est presque assurée. Et nous ne pouvons qu'être heureux d'avoir ce niveau de combattants, n'est-ce pas, qui sont jetés de manière volontaire au front. Bonsoir aussi à mon cher ami Abou de Londres, d'Angleterre. Mais il nous manque que les armoiries anglaises. Je pense que là, on ne va pas pleurer aujourd'hui en chantant une God Save the Queen. Nous sommes à la veille, non, nous sommes un jour plus tard, on commémore l'assassinat du leader de la conscience africaine, de la conscience camerounaise, le père de la nation camerounaise, Ruben Oumniobe, alias de Mpodol, dont le porte-voix des sans-voix que sont les Africains, que sont, n'est-ce pas, l'ensemble du monde noir martyrisé, violenté, esclavagisé, et puis j'en passe. Ruben Oumniobe, à l'instar de tous les grands héros africains, a compris le sens, n'est-ce pas, de son existence sur Terre. C'était de donner sa vie pour que l'homme noir soit respecté sur cette planète Terre. Il l'a fait avec beaucoup de brio. Il a été à la hauteur, au point d'insuffler cet esprit, mais surtout ce sens de la résistance, ce refus de l'indifférence, ce refus de l'injustice, ce refus de la brimade perpétuelle et du racisme que furent l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme, dont il a été l'un des acteurs les plus compétents en termes de dénonciation, mais surtout en termes d'organisation d'une riposte valable sur le plan intellectuel et organisationnel, à travers son parti de nous, les populations de Cameroun, mais surtout à travers les regroupements qui a donné l'espoir à plus d'un en Afrique. C'était le Rassemblement démocratique africain, qui est l'ODA, dont il est panafricain avant l'heure. Il avait bien compris l'exigence de cette donne-là, et maintenant, nous le savons depuis très, très peu, qu'il s'est inspiré aussi de très très grands combattants qui, depuis les années 28 jusqu'à 31, ont combattu en République centrafricaine. Il s'agit de Kalenou, et qui a beaucoup inspiré Ruben Oumniobe, et Ruben Oumniobe qui avait aussi pour combattant, pour compagnon de lutte, le grand Barthélemy Boganda. Et j'ai donné l'information ici, qui est extrêmement importante, qu'un ancien m'a donné, l'attentat qui a coûté la vie à Barthélemy Boganda avec cet avion qui a explosé avec ce leader centrafricain et africain. En réalité, les colons pensaient que dans cet avion se trouvait aussi Ruben Oumniobe. Parce que la concordance de son calendrier, qui le situait à un endroit où il devait voyager avec Barthélemy Boganda, a scellé le destin tragique de ce grand leader africain. Malheureusement, ou bien heureusement pour la lutte, Ruben Oumniobe n'était pas dans cet avion, et c'est ça qui montre, n'est-ce pas, la nécessité et l'obligation que nous avons à créer des passerelles pour l'ensemble de ceux qui luttent aujourd'hui pour la libération de notre continent, pour la reconquête de notre souveraineté, et surtout pour la dignité. Si nos prédécesseurs l'ont fait, pourquoi pas nous aujourd'hui? Et ça me permet de dire un excellent bonsoir à l'ensemble du peuple centrafricain. Un peuple qui vous suit, et nos téléspectateurs comprennent mieux pourquoi j'aime bien vous qualifier du panafricaniste par essence.
Et par excellence, l'essence, c'est que vous êtes né parmi les combattants et l'excellence, vous avez accepté de militer dans ce parti, vous vous affirmez comme tel patient parfait. Donc, merci d'exister tout simplement. C'est moi qui vous remercie. Jonathan Batengeni, Ruben Omniobe, qu'est-ce qu'il vous inspire? D'abord, c'est la mémoire dont nous sommes aujourd'hui les témoins et les continuateurs. Omniobe, c'est le combat sans lequel notre combat n'aurait jamais pris naissance. C'est-à-dire qu'il est la condition même d'existence de ce combat dans notre pays, le Cameroun. Il faut reconnaître à tout seigneur, tout honneur, le mérite qui lui revient. Quand notre grand frère parlait de père de l'indépendance, il faut mesurer un peu le poids qui est accordé à ces personnages. Quand vous allez au Vietnam, on vous parle d'Ho Chi Minh. On ne vous parle pas de ceux qui ont collaboré avec la puissance colonisatrice. On vous parle des hommes qui ont lutté. Quand vous allez aux États-Unis, on vous parle du premier président. Je ne crois pas, ce n'était pas Abraham Lincoln, c'était George Washington. Et même lui-même, ce n'était que le second parce que le premier était noir. Et comme il fallait occulter ce noir qui avait assuré la transition jusqu'à George Washington, on a tout fait pour mettre ce dernier aux oubliettes. Donc George Washington, pourquoi? Parce que George Washington incarne la conscience de résistant des États-Unis. Il faut noter que la résistance ne s'est pas soldée par une victoire totale. Il y avait deux blocs qui persistaient aux États-Unis. Et ceci s'est poursuivi jusqu'au début du XXe siècle. Il y a eu progressivement une adhésion des communautés états-uniennes au contrat social qui avait été proposé par ceux-là qui ne voulaient plus de l'esclavage. Donc, quand nous considérons qu'Omniobe était le père de l'indépendance, c'est à juste titre, parce que ce dernier est celui qui incarne la lutte camerounaise et africaine dans le cadre de l'accession à la magistrature, à la souveraineté internationale. C'est en cela qu'il est le père de l'indépendance. Nous ne parlons donc pas de simplement une question de qui a prononcé le discours d'indépendance. C'est beaucoup plus symbolique que ça. Maintenant, si Omniobe a été celui-là, il est aussi celui qui nous a fait comprendre que nos petites vies ne valaient pas grand-chose dans ce grand combat. Et que ce n'est pas la mort d'un combattant qui scellait le sort du combat. On pouvait mourir et laisser un combat éternel. Quand on dit UPC, l'âme immortelle du Cameroun, ce n'est pas le parti politique en tant qu'institution qui a été affilié en tant qu'association enregistrée dans les textes de l'État du Cameroun. C'est une démarche, un état d'esprit, une vision qui dépasse de loin l'individu. C'est ce que Omniobe nous inspire. C'est donc un leader et un visionnaire qui a regardé l'Afrique non pas avec les yeux de l'enfant, mais a regardé avec les yeux du sage et s'est dit, même si je vais ramer à contre-courant, je vais porter ce combat et je vais accepter ma mort pour que les autres générations puissent le continuer. Nous sommes donc fiers de continuer ce combat. Nous sommes fiers de ce que ce combat est essaimé, que ce combat nous lie à d'autres Africains. Vous voyez aujourd'hui notre frère Abou, il est ici. C'est grâce au combat d'Omniobe. C'est grâce au combat de Lumumba. C'est grâce au combat de tous les résistants d'Afrique. C'est cette fraternité désormais qui se crée entre nous et plusieurs autres peuples. C'est ça Omniobe. Il vit à travers les âges. Il vit. Il n'est pas mort. Très bien. Merci à vous. Alors, on va, je ne sais pas lequel de nous a... En tout cas, on va arranger tout ça. Cher Abou d'Angleterre, Ruben Omniobe, qu'est-ce qu'il représente pour l'Africain que vous êtes? Donc, merci, cher frère Bachir, de m'accorder une fois de plus la parole, cette opportunité de parler en tant qu'Africain de ce grand symbole. Parce que ce que nous disons que dans cette guerre psychologique, parce que pour nous, tout est d'abord psychologique. C'est-à-dire que les autres cieux célèbrent leurs héros. Et
de façon psychologique, ça leur donne la force, puisque c'est un référent qui emmène les générations futures à vouloir ressembler à ce modèle-là. Donc, nous, souvent, avons négligé cette partie de cette guerre psychologique. Donc, pour moi, une telle commémoration aujourd'hui, ça va droit dans le but de la lutte. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire croire que nous avons oublié ces dévanciers-là, ces pionniers, que grâce à leur combat, parce que c'est une continuité, nous sommes aujourd'hui là en train de parler de panafricanisme, de souveraineté, alors que c'est eux qui ont été les premiers à jeter cette pierre-là. Donc, dans cette guerre psychologique, les symboles sont importants. Donc, pour moi, c'est un symbole incontournable. C'est un symbole qu'on doit célébrer et on doit célébrer nos héros à la même mesure que nos adversaires le font. Parce que c'est ce qui donne la force à nos adversaires tels que les jeunes Macron aujourd'hui croient à ce qu'ils ont été dit à propos de leurs symboles, comme De Gaulle, il y a d'autres qui se reconnaissent en De Gaulle, voilà, qui se reconnaissent en Voltaire, en tout, ceux-là même qui ont été nos bourreaux, mais qu'on a dit que c'est grâce à leur héritage qu'aujourd'hui, vous voyez, c'était des grandes personnes qui ont, à un moment de la vie de l'Europe, ont pris des décisions qui ont fait de l'Europe ce qu'elle est. Alors que de notre côté, nous sommes dans la résistance, dans la résilience, et pour ça, il faut des symboles incontournables, des piliers sur lesquels on peut se baser. Et Omyobe en fait partie. Donc, on doit le célébrer et insister sur tous ces œuvres, et faire que tous ceux-là soient toujours vivants parmi nous, que leur esprit, dans cette guerre psychologique, habite tous les résistants pour qu'ils aient des références sûres, puisque ce sont des référents qui n'ont pas failli, qui ont posé les jalons, comprendre leur combat et s'habiter de leurs esprits, de leur manteau et continuer armés comme ils étaient armés à l'idéologie propre qui est celle de la souveraineté et c'est celle qui est humaniste. Tous les êtres humains sont égaux à part entière, ni plus ni moins. Merci à vous d'Angleterre. Passons pour la fin, je vais insister un tout petit peu avec vous avant d'aller vers notre prochain sujet. Lors de son dernier passage en terre camerounaise, le président français Emmanuel Macron, parlant de la mémoire historique, avait demandé en tout cas qu'il y ait un comité d'historiens, un collège d'historiens pour rétablir la vérité, une sorte d'ouverture d'archives. Est-ce que cela suffira à faire la lumière sur ce qui s'est passé à l'époque de Omyobe? Parce que jusqu'ici, il faut quand même le dire, il y a très peu de choses qui ont été dites en dehors de ce que le colon lui-même a raconté pour nous autres qui sommes très jeunes garçons. Honneur et gloire à toi, Ruben Omyobe. Honneur et gloire à toi, le Mpodol du Cameroun et de toute l'Afrique. Honneur et gloire à toi, parce que grâce à toi, nous avons compris. Nous avons compris qui nous étions dans ce monde. Nous avons compris ce que nous avons subi. Nous avons compris quel était l'état d'esprit de ceux qui sont venus vers nous, à qui on a ouvert les bras, parce que tu avais la certitude que tous les êtres humains de cette planète doivent être des frères. Et c'est dans ce sens que tu as compris l'ouverture que l'Afrique a créée, a permis, n'est-ce pas, pour donner la possibilité aux autres peuples du monde de venir manger sous sa main. Mais c'est avec toi aussi qu'on a compris que chaque chose doit avoir une limite et qu'il y a des choses en tant qu'être humain qui sont inacceptables. Cette volonté de ceux qui sont venus à notre rencontre, qui sont en réalité des dérivés de l'homme essentiel que nous sommes et qui ont tenu un langage, une démarche, une philosophie tendant à nous ravaler au rang d'animaux d'esclaves, tu as dit non. Avec tes amis, je suis face à un frère qui est de la Côte d'Ivoire, où il avait un ami très cher à lui qui s'appelait Wezon Koulibaly, qui était un proche de Houphouët-Boigny dans un premier temps, mais qui après a compris la démarche de Houphouët-Boigny qui était celle de la soumission aux intérêts étrangers, et il s'en est séparé, je peux vous dire. Donc, et ils sont nombreux comme ça à travers l'Afrique. Très, très, très nombreux. Ces jeunes-là, de son époque, qui ont donné de leur vie pour donner corps à ce nouveau paradigme de la résistance dans le cadre de la remise en cause du paradigme actuel qui fait de l'homme un objet. Les mondialistes, vous en savez, un peu beaucoup plus que moi, jeune Jonathan. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi le monde est dans cette difficulté.
parce que en réalité, on le professe. Mais dans la réalité, l'homme n'a jamais été au cœur des préoccupations premières des dominants du monde actuel. Et c'est ce paradigme-là qu'il faut complètement éliminer pour créer un nouveau paradigme qui, de nouveau, refait le bien avec l'idée de nos pères fondateurs, de nos prédécesseurs qui se sont sacrifiés pour que l'Afrique se réapproprie de sa souveraineté, pour que l'Afrique soit la terre des libertés, pour que l'Afrique soit la terre de la solidarité et de l'humanisme. Et c'est en ça que l'attitude de la France, à travers son président de la République actuel, M. Macron, qui vient à Yaoundé, d'abord qui traite les Africains d'hypocrites, on pourra en venir pour démontrer en quoi, n'est-ce pas, les Africains sont plus hypocrites que ce jeune blanc-bec qui ne sait pas où se tenir. Ce qui est dangereux, c'est qu'il vient. Je vais mettre, comment dire ça, je vais constituer des commissions, une française, une camerounaise, pour essayer de faire la lumière par rapport à cette période sombre de notre histoire commune. Mais j'ai dit, M. Macron, un peu de décence. Ayez un peu de décence, M. Macron. Et mieux, j'allais dire pire. Il s'est pas arrêté là. C'est aventureux dans n'est-ce pas, dans cette rhétorique guerrière et insultante et raciste pour nous, en traitant les Africains d'hypocrites. Alors, qui est hypocrite? Ceux qui se sont sacrifiés et ont envoyé leurs enfants pour se battre aux côtés de l'Occident pendant la Première Guerre mondiale, pour libérer l'Occident de la pression allemande. Qui est hypocrite? Ceux-là qui ont accepté d'envoyer encore la fine fleur de leur population dans sa jeunesse pour débarrasser l'Europe, l'Occident, de la peste brune nazie de M. Adolf Hitler et ses compagnons, qui sont d'ailleurs aujourd'hui ceux qui sont aux affaires au niveau des lobbies, n'est-ce pas, de l'oligarchie financière mondiale, qui est hypocrite. Quand au jour d'aujourd'hui, nous avons des gens, bien que on ait proclamé ce sacré-saint principe qui est institué dans la charte de l'ONU, le sacré-saint principe des droits du peuple à disposer d'eux-mêmes. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on continue de nous punir, de nous infliger cette douleur à travers cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA. Je pense que quand des jeunes, des individus à la trempe de Macron viennent sur notre continent, qui se disent très bien que Oumniobé est mort, ses compagnons sont morts, assassinés, les Thomas Sankara sont morts, les Lumumba sont morts, Kadhafi assassiné à Mondial Vision avec une brutalité, une barbarie en nuit, Laurent Gbagbo, le grand Laurent Gbagbo humilié, et avec lui tout le peuple ivoirien. Mais comme disait quelqu'un, vous pouvez crever les tam-tams et les tambours, mais que faites-vous de la chanson qui continue de trotter dans nos têtes? Cette chanson-là, cette idée-là, cette détermination-là de Oumniobé nous permet de dire, pour sortir à ceux-là qui ne comprennent pas, nos pleurs ne sont pas les pleurs de peur. Nos larmes ne sont pas les larmes de la peur. Nos larmes ne sont pas les larmes de notre défaite. Nos larmes sont les larmes de notre conviction intime que nous allons gagner ce combat pour remettre l'homme à sa place et redonner à l'humanisme son véritable sens premier. Merci à vous, patient parfum d'homme. Joe, je vous vois, vous voulez m'arracher aussi la parole puisque je voulais aborder le... Mais allez-y. Ce que disait le grand frère patient parfait a quelque chose d'authentique dans ce que le combat est devenu. Nous ne sommes plus dans un combat qui a simplement une dimension pour le Cameroun. C'est-à-dire, dans la dimension prophétique du combat d'Oumniobé, il y avait en essence et en filigrane des forces qu'il portait quand il dénonçait par exemple la division par les ethnies, l'instrumentalisation de l'ethnie, c'est-à-dire le tribalisme. Aujourd'hui, que savons-nous de ce combat? Monsieur Macron allait se placer sur monsieur Mbalo pour nous dire qu'il y a un problème Peul. Il y a un problème Peul au Mali. Et par ricochet, il veut étendre ce problème Peul à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et jusqu'au golfe de Guinée. Parce que si on considère que la communauté Peul est l'une des communautés les plus denses et les plus répandues, ça pourrait toucher jusqu'au Cameroun et même la République démocratique du Congo. Voilà les intentions de M. Macron. C'est de diviser sur des bases ethniques. C'est un discours tribaliste sur fond de racisme. Parce que pour eux, ça a toujours été le mécanisme. Et Oumniobé avait déjà dénoncé cela.
Oumioba a dénoncé cette manière d'utiliser le peuple pour servir les intérêts de quelques puissants. Regardez Bachir. Sur la planète Terre, ce combat n'est plus simplement le combat du Cameroun. Regardez au-delà. Vous verrez que même les Français, la Covid-19, comment est-ce qu'elle a été gérée? On appelle aujourd'hui Covid business. Pourquoi Covid business? Parce que des médecins, des pseudo-médecins venaient avec des conflits d'initiés. Ils étaient à la fois, conflits d'intérêts, ils étaient à la fois employés de Pfizer et défenseurs du vaccin sur le média. Ils conseillaient aux populations d'aller se faire vacciner. Aujourd'hui, le rapport de Lancet montre que quand vous êtes vacciné 2 fois, vous transmettez plus facilement le virus. Vous voyez également qu'on parle d'une augmentation de problèmes de cœur, de myocardite, dû au vaccin. On remarque qu'aux États-Unis, des gens meurent parce qu'il y a des caillots de sang qui se forment et des étranges caillots de sang. Des étranges caillots de sang dans leurs artères. Et la majorité, c'est les personnes, en fait l'entièreté, c'est les personnes vaccinées. Quand Omniobé parlait de cette instrumentalisation des plus puissants d'une cause, c'est cela. Les États-Unis aujourd'hui vivent cela, la France vit cela. Le combat donc que nous portons, que nous héritons de ses pères, c'est que ce combat veut remettre, comme disait le grand frère, l'humain au centre. Il ne s'agit pas de propagande. Il s'agit simplement d'une réalité qu'il avait constatée. Nous avons parlé d'une réalité prophétique. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vu un phénomène qui allait seulement se limiter à son temps. Ça s'est produit et ça a continué de se densifier dans le temps. Aujourd'hui, nous pensons que l'Afrique est en train de suivre les pas de ce combat. Quand vous regardez les veilles dont Macron se plaint, vous suivez l'interview de Wandji. Wandji, après l'assassinat de Moumié, va dire notre combat c'est contre l'impérialisme. Les Français nous ont dit que nous sommes anti-français. Nous répétions tous les jours sur ces plateaux que nous sommes anti-impérialistes. Regardez la concordance des combats. L'anti-impérialisme qui se lève en Afrique était effectivement le combat d'Omniobé. Et ce combat-là, est-ce qu'il se limite seulement au Cameroun? Non. Il s'étend à l'ensemble des peuples de la planète. Aujourd'hui, même la Russie combat l'impérialisme en Ukraine. Ce combat qu'il avait commencé est un vaste chantier de réforme de l'humanité. Nous ne parlons plus simplement d'un combat pour le Cameroun. C'est une réforme de l'humanité. Et pas seulement une réforme, c'est une refondation de l'humanité. Et chaque panafricaniste est aujourd'hui une continuité du combat de Ruben Omniobé. Très bien, merci Jonathan Batengene. Alors, avant d'aller vers Abo, je vois parfait donc pour vous qui... C'est la fin de Jonathan qui m'a interpellé. Oui. Je demande à la jeunesse d'aujourd'hui aller lire les écrits de Ruben Omniobé. Alors justement, parce que je voulais poser cette question, Ruben Om, a-t-il laissé des ouvrages? Si, il y a plusieurs ouvrages. Il y a le premier ouvrage de Richard Joseph. Oui. Ils peuvent le consulter. Il y a les ouvrages d'Achille Mbembe, La naissance de Macky au Sud Cameroun, Le problème national camerounais. Bon, il y a d'autres écrits. Allez fouiller dans toute la collection qui concerne Ruben Omniobé. Il y a ces écrits sur Macky, c'est extrêmement important. Mais je voulais emboîter le pas à Jonathan. Parce que quand on essaie d'étudier le combat de nos prédécesseurs, on se pose la question, mais peut-être qu'il faut les appeler saints. C'est vrai, c'est Saint vrai. Omniobé. C'est vrai. La question de nos jours aujourd'hui, la manière dont l'UPC pense la problématique de notre accession à l'indépendance résout ce problème. Ils avaient 3 remarcations majeures. Premièrement, ils exigeaient la réunification des 2 Cameroun avant l'accès à l'indépendance. Vous voyez le problème que ça résout. Donc en réalité, en nous conduisant à l'indépendance, sans régler le problème de la réunification des 2 Cameroun, la France nous a donné un cadeau empoisonné. Et voilà les conséquences. Donc, on peut tout manipuler. Deuxième problématique, ce sont la Centrafrique. J'ai lu les 5 verbes de Barthélemy Boganda.
se vêtir, se nourrir, se soigner. Mais quand on prend ces verbes, on reprend la dernière revendication de Ruben Nyobe, qui est l'élévation du standard de vie des Camerounais. C'est la même chose. Et bien, Boganda reprend. Il met les Centrafricains en garde. Il reprend contre les fléaux que sont le tribalisme, la division. Et vous voyez, c'est ce quoi M. Macron est venu appuyer ici pour créer le déranger qu'on connaît. Mais maintenant, mieux, quand on connaît tout ça, quand on a maîtrisé tout ça, quand on s'est réapproprié de toute cette ces machines de division qui sont créées, ou on les appeler les oppositions africaines, il faut donc qu'on trouve une solution. Et on avait dit, je l'ai dit, il ne sert à rien de dénoncer l'injustice et l'arbitraire d'un système si l'action n'est pas menée pour y mettre fin. Nous avons l'obligation de mener cette action-là pour mettre fin à ce système d'injustice. C'est seulement comme ça que nos larmes auront du sens en évoquant tous ces héros martyrs qui nous ont précédés. Donc, honneur et gloire à toi, Ruben Nyobe, et à tes compagnons de lutte de cette époque. Vous avez été de véritables prophètes. Merci. Voilà, parmi eux, beaucoup, mais alors beaucoup d'anonymes, même patient parfait d'hommes. Des centaines de millions d'anonymes. Voilà. Parce qu'il faut bien le rappeler, cher Abou d'Angleterre, la plupart de ces héros nationaux qui finalement sont devenus des monuments panafricains avaient à leur côté beaucoup d'autres hommes et femmes qui ont cru en leur combat et qui finalement sont passés presque inaperçus sous les balles du colon. Déjà, je voudrais remercier le doyen pour la fin, parce que à la fin, il a dit, il m'a volé le mot que je voulais appliquer au commencement de mon speech. Oui. Donc, effectivement, pour moi, c'était des prophètes. Des prophètes qui étaient en avance sur le temps. Donc, comme tout prophète, les écrits, on doit les révisiter. Parce que ceux-là, ils avaient déjà lancé les bases de toutes les solutions que nous recherchons actuellement. Parce que nous le disons, on ne cesse jamais de le marteler, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ceux-là qui étaient des âmes pures, et qui étaient des gens, parce qu'en ce moment, la question d'argent ne se posait pas. Donc, c'était des gens qui le faisaient avec le cœur. Maintenant, on peut dire même que souvent, il y a des opposants, ou bien la majeure partie, souvent, sont là aussi pour d'abord chercher un boulot, se caser, et puis pour l'argent. Donc, un peu lucratif. Mais avant, c'était le cœur, parce qu'on ne savait même pas où l'Afrique partait. C'était des gens qui étaient vraiment inspirés par Dieu et qui posaient les bases d'une humanité certaine, paisible, où on pouvait franchement avoir une coopération saine avec les autres mondes. Donc, ils étaient franchement inspirés pour moi par Dieu, donc des prophètes. C'est dit quoi? C'est dit que ce que je voudrais proposer comme solution, on peut revisiter tous les œuvres de ces pionniers-là et dans un collectif d'anthropologues ou bien de chercheurs constitutionnels, voir ce qu'ils ont dit et essayer d'adapter nos constitutions présentes qui nous mettent en difficulté avec ces prédécesseurs, pour moi, qui étaient des prophètes, qui disaient des trucs certains qui pouvaient emmener l'Afrique loin, établir des formats qui vont poser les vrais jalons de la souveraineté africaine, mais dans sa pure essence, et parler d'africanisme certain, mais avec des gens qui étaient franchement, comme je le dis, franchement africains, donc qui connaissaient la problématique africaine et comment gouverner l'Afrique. Donc il faut revenir à leurs œuvres, les étudier et établir ce dont piocher dedans tous les grands principes qu'ils avaient donnés, que pour moi sont encore applicables à ce jour, parce que depuis qu'on utilise ce qu'on nous a forcé à prendre, cette démocratie que j'appelle un délit d'initié, parce que c'est un format que les Européens étaient initiés à ce format, que nous on ne connaissait pas, qui sont venus nous soumettre. Donc pour moi c'est un délit, c'est un crime qu'on reparte au format de nos pionniers, de nos dévanciers, qui étaient des visionnaires, et reprendre, revisiter leur vision et établir
la vision présente. Merci très cher à vous et bien sûr Jonathan Batengene avec la complicité de Abolo qui est à la réalisation. On change la thématique mais nos téléspectateurs, vous pouvez appeler pour réagir à toutes les deux thématiques. Rassurez-vous, ces émissions sont les vôtres. Jonathan Batengene, plus de 200 victimes civiles du fait des engins explosifs et selon OCHA qui a mené donc cette investigation, ou plutôt qui a publié ce rapport, ce seraient des victimes comment on les appelle, des djihadistes. Des djihadistes. Mais finalement, on n'a pas entendu mot venant des Nations Unies, surtout du Conseil de sécurité, qui est quand même la tutelle en ce qui concerne la réparation, la vérité, la justice dans le cadre des affaires comme celle-là. Pourquoi jusqu'ici, il n'y a pas eu mot? On a l'impression quand même que cela, on veut vite évacuer cela, passer comme si de rien n'était. Bachir, voilà une contradiction à nul autre pareil dans le cadre d'un monde où on nous parle tous les jours de droits de l'homme, d'intérêts humains, de sauvegarde des populations civiles, où on voit tout un matraquage médiatique, un balai humanitaire en Ukraine, une aide à nul autre pareil. En 6 mois, l'Ukraine a eu déjà l'équivalent de l'aide africaine sur 20 ans. L'Ukraine a reçu près de 13 milliards de dollars. Plus de 13 milliards de dollars, avec une promesse d'endettement illimité aux États-Unis. Illimité, c'est-à-dire on leur dit, vous n'avez pas de plafond. Vous pouvez faire la guerre jusqu'à 2200. L'argent des États-Unis, c'est votre argent. On n'avait jamais vu ça, même pas le plan Marshall, pour ce qu'ils appellent protéger l'humain. Là-bas, il y a une mobilisation qui semble être une mobilisation sincère. Mais quand on regarde avec le Mali, on parle des mines antipersonnelles. En 1997, la convention que vous avez citée venait encadrer l'utilisation des dites mines et même proscrivait leur utilisation dans le cadre des conflits armés. Donc, si vous violez cette convention, normalement, c'est le Conseil de sécurité, via le Conseil des droits de l'homme, qui est saisi et se charge de vous sanctionner. La Convention d'Ottawa. La Convention d'Ottawa. Okay. Mais bien plus, les groupes armés qui utilisent ça au Mali sont même encore tagués être des groupes illégaux, des groupes terroristes. C'est-à-dire, ils sont doublement dans l'infraction. Est-ce que le silence de la communauté internationale ne s'expliquerait pas par le fait que ces groupes armés ne soient pas signataires de cette convention d'Ottawa? Non, ce n'est pas ça le cas. Les groupes armés terroristes qui utilisent, le Conseil de sécurité peut d'abord commencer par condamner. La condamnation ne veut pas dire la reconnaissance la condamnation, c'est le principe d'abord en la matière. Condamner, ensuite prendre des mesures. Ça peut être l'appui aux FAMA pour sécuriser davantage les populations civiles, l'appui aux FAMA pour déminer les zones. Parce que l'arrivée au vu des relations quand même assez tendues entre le Mali et cette communauté internationale. Ce n'est pas les relations, ce n'est pas les relations qui sont ici. Dans le cas par exemple du conflit du Haut-Karabakh, où l'armée azerbaïdjanaise affronte l'armée arménienne. Dans le cadre du déminage, les Nations Unies ont confié le mandat à la Russie. C'est les forces russes qui se chargeaient du déminage. Au Kosovo, c'est concurrent à la Russie et aux forces de l'OTAN. Ça veut dire que la compétence peut être attribuée à un membre du Conseil de sécurité. Pourquoi ne pas confier aux Russes qui sont actuellement au Mali la responsabilité d'assurer le déminage? Surtout qu'on ne peut pas nous opposer qu'à l'heure actuelle, l'OTAN et la Russie ne collaborent pas. Il y a des moments de collaboration. Les deux camps discutent. Donc on ne peut pas nous dire que la communication est coupée. C'est faux. Ça ne tient pas. Il s'agit essentiellement d'une situation qui vise à isoler davantage le Mali et à fermer les yeux sur les crimes des terroristes. Dans un cas comme celui-ci, est-ce que le Mali ne devrait pas saisir
la communauté internationale, le Conseil de sécurité nommément, de manière directe, est-ce que Bamako a initié cette démarche? Mais vous posez une bonne question, Bachir. OCHA n'est pas une organisation, c'est pas le Mali qui a OCHA. Oui. OCHA est un organisme qui travaille avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Oui. Et donc, c'est le mécanisme normal d'investigation de ce Conseil des droits de l'homme. Généralement, comment est-ce qu'ils font pour accuser l'État du Mali d'avoir commis des exactions? C'est Human Rights et Amnesty International qui viennent avec les dossiers et leur disent voilà les rapports, il y a violation des droits de l'homme, et sur la base de ça, ils veulent faire des réunions. Pourquoi pour une fois qu'il y a donc une organisation qui est dite indépendante, qui apporte les dossiers avec des preuves, c'est elle qui suscite cette question de 200 victimes. Oui. Pourquoi sur la base de ce rapport, le même Conseil des droits de l'homme ne se réunit pas pour proposer le dossier au Conseil de sécurité? Il y a dans la gestion de ce dossier comme une volonté d'occulter le droit du Mali à assurer la sécurité de ses populations. Mais bien plus, il y a là aussi une volonté de couvrir les terroristes. Parce qu'il y a comme une complicité qui ne veut pas que les terroristes soient présentés comme les véritables coupables d'une violation grave d'une convention des Nations Unies. Ce qui donnerait encore plus de pouvoir aux forces armées maliennes pour mener une opération offensive dans la zone. Donc, dans le but de limiter les capacités maliennes en matière de sécurisation de leur territoire, on fait tout pour passer sur un crime qui est pourtant visible. C'est une preuve de plus que le système des Nations Unies n'est malheureusement pas en train de défendre les intérêts du Mali, mais est en train de défendre des intérêts occultes. En la circonstance, il s'agit des intérêts des terroristes. Merci Jonathan Batenguene. Jean Sakonou est au téléphone et il souhaite participer à cette émission. Jean, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bonsoir, vous m'entendez? 5 sur 5, Jean. Ok, bonsoir. Actuellement sur YouTube, on est 7 à regarder cette émission, 7 personnes. Je ne sais pas combien sur Facebook. Ça veut dire que effectivement nos ennemis prennent des dispositions pour pouvoir limiter la propagation des sensibilisations de la jeunesse africaine. Ils pensent que en faisant cela, ils vont freiner cette guerre. Non, ils ne vont pas freiner. Même si c'est une seule personne, l'esprit, on ne tue pas l'esprit. L'esprit qui aujourd'hui anime les Africains sur toute la terre, tous les Noirs sur toute la terre. Je vous dis une vérité, c'est très spirituel. Parce qu'on a été trop méprisé. On a été trop humilié. Alors l'ennemi, le diable, Lucifer, le mal, qui au début avait raison sur ceux-là qui disaient non, qui réclamaient leur humanité, tels que les Oumniobé, les Sylvanus Olympio, les Patrick Lumumba, les Béhanzin, les Samori, tant de personnes africaines qui ils étaient inspirés parce qu'ils avaient un cœur bon, ils avaient un cœur humain. Et l'ennemi ne veut pas que l'être humain, le noir surtout, parce que nous sommes à l'origine de l'existence humaine sur la terre. L'ennemi ne veut pas. Et voyez tous ceux-là qui voulaient lever la tête. C'est le cas de Oumniobé et autres ses compagnons. Il y a tant sur l'Afrique. Si vous allez en Afrique du Sud, si vous allez en Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, c'est comme ça que l'ennemi Lucifer a broyé les Africains pensant qu'en faisant cela, et c'est fini. Ils vont toujours dominer. Non, mais aujourd'hui, d'où vient l'esprit qui éveille la conscience africaine? C'est divin. Quel que soit ce qu'ils vont faire, leur temps est arrivé à la fin. Ils seront tous exposés. Il y aura encore plus et des milliards de Oumniobé, des Sylvanus Olympio, qui étaient en avance sur notre ère. C'est comme ça. Alors nous avertissons et nous prenons le peuple français et autres à témoin des barbaries que leurs dirigeants, qui s'associent avec l'esprit mauvais, l'esprit démoniaque, l'esprit satanique, aujourd'hui ils s'affichent, ils s'affichent en disant qu'ils ont des églises sataniques.
Même ici, ils voulaient faire une messe satanique ici, messe noire ici, publiquement, avant que cela soit dit. Alors, Bassi, c'est pour dire quoi? Que nous sommes dans une ère que n'ayons pas peur, avançons au large. Que le Mali et autres, le Cameroun, avancez au large. Et revenant sur le cas des engins explosifs, mais dans le dossier qui est déposé à l'ONU, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? On ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. Ça fait partie de tout cela. Ça fait partie de tout cela. N'oubliez pas que rien ne sera plus caché. Ce qui est même caché, ce qu'on a caché aux Africains depuis des années, tout sera révélé, Bachir. Tout sera révélé. C'est la réunion qui est en prélude à New York ici récemment. Et on ne sait pas. C'est une honte. On ne sait pas si nos dirigeants sont devenus des moutons. Et aujourd'hui, ça apparaît. Le peuple verra ceux qui les dirigent aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas penser qu'une réunion de l'Afrique de l'Ouest sera transférée à New York, sur la terre où les Noirs ont souffert. Mais c'est vraiment une insulte à la mémoire de nos aïeux. Mais n'ayez pas peur. Donc, Bassi, voilà en gros ce que je peux dire. Pour le moment, il n'y a pas assez d'antenne. Et je vous laisse l'émission. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en guerre. Merci. Merci, très cher Jean Sakpono. Voilà, votre préoccupation, il faut bien rappeler que le lien, la page Facebook, voilà, de Foyo Média, donc YouTube, merci Patient Parfait, donc YouTube de Foyo Média, donc avait été bloqué il y a quelques jours par ceux qui devraient le faire. Eh bien, c'est une nouvelle page qui est ouverte et ça permet que nous orientions nos téléspectateurs de ce côté-là. Allez-y chercher Foyo, vous trouverez deux liens et puis vous choisirez ce qui passe en ce moment. Merci à vous, Jean Sakpono. Lamine Diop, il nous appelle depuis Genève. Bonsoir, Lamine. Oui, bonsoir mon cher Bachir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de Foyo ainsi que votre régie technique, et puis bonsoir à monsieur Ndom, à monsieur Mbatengani, monsieur Abou. Il y a des belles choses qui ont été dites sur ces deux thématiques, et permettez-moi de naviguer autrement à travers ces thématiques, c'est-à-dire sur Oumniobé, et à propos de ce qui a été dit, par exemple, il y a monsieur Parfondam parlant de douleur et de droit. Je pense qu'on ne peut pas aborder ces grands points d'histoire à propos d'Oumniobé sans parler de choses telles que le discours de Macron sur les archives relatifs au passé colonial de la France en Afrique et aussi sa nouvelle stratégie d'influence face à Moscou en Afrique noire. Tout d'abord, Macron a dit à Alger entre la fierté nationale, autrement dit l'arrogance irréaliste française, et la repentance à propos des atrocités commises lors du passé colonial français en Afrique. Moi, Macron, je préfère entreprendre le chemin de la repentance à propos du peuple algérien. Déduction faite, à propos de l'Afrique noire, je préfère assumer la fierté nationale de mon peuple français face à cette Afrique noire. Plus grave encore, avec sa soi-disant stratégie d'influence en Afrique noire, il va détourner de son objet cette contestation populaire panafricaine et qui monte et qui réclame une réparation et justice, lui en faisant une affaire de sentiments anti-français subventionnés par la soi-disant Russie. C'est-à-dire en demandant aux diplomates français de riposter face aux attaques virales que subissent la France sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique. En effet, tout ce que je viens d'évoquer nous signifie que la France n'est vraiment pas du tout prête, ni avoir quelconque envie de réparer l'assassinat d'Oumniobé. Reste qu'il faut lui obliger à se repentir. Et pour ce faire, il faut revoir plusieurs aspects de nos sociétés, comme par exemple la décommunication historique, c'est-à-dire en clair démolir l'héritage historique français laissé sur place et ensuite élever nos héros nationaux en lieu et place, rebaptiser nos monuments, nos rues par exemple, et bien évidemment radier la langue institutionnelle française dans nos institutions et en faire langue facultative comme dans tous les autres pays des deux vieux continents, etc. Tout compte fait, il faut que nos compatriotes comprennent sérieusement que les symboles comptent beaucoup pour les citoyens occidentaux et leurs États centraux, en particulier la France. C'est pourquoi ils érigent des monuments à leur mémoire des dirigeants dans les territoires occupés. Donc, mes chers, comme j'évoquais un peu plus haut, la mort d'Oumniobé, c'est un grand point d'histoire, mais les Africains, en réalité, en matière de leaders politiques assassinés, comme disait Parfondam, ça fait des années qui ont le sentiment d'être sur une toile ondulée, c'est-à-dire avec des secousses, avec une secousse à chaque assassinat générationnel, de temps en temps une rémission fallacieuse des assassins aux pays victimes,
et immédiatement après une rechute. Exactement ce qui s'est passé avec Oumniobé, avec d'autres tout récemment comme M. Idriss Déby, paix à son âme, sans pour autant que lors de sa visite au Cameroun, Macron a daigné d'en parler à travers les archives françaises et mettre la lumière sur cet assassinat, enfin de faire sa repentance. En fait, pour qu'on puisse vraiment parler de la culpabilité de cet assassinat impuni, il faut au moins s'accaparer et symboliser nos héros nationaux de manière politique dans notre historiographie, auquel fierté nationale et politique s'accordent et s'équilibrent dans un seul versant. Et pour faire repentance de la France vis-à-vis de ces crimes coloniaux odieux, je veux dire, pour le coup, là, il faut attendre une certaine maîtrise de notre passé éducationnel, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est imaginable au bout du combat que nous menons aujourd'hui, mais on n'y est pas encore. Et puis je finis là-dessus, mon cher Bachir, à propos du Mali. Disons que, mon cher Bachir, c'est ton rôle de faire débattre stratégiquement tous les sujets en relation avec le continent noir et le reste du monde. Mais franchement, y a-t-il besoin de s'inquiéter sur le silence complice de leur soi-disant communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies? Parce que nous savons tous du rôle des Occidentaux à propos du sujet malien, qui ont déclenché la plus cynique guerre par procuration de l'histoire du néocolonialisme avec le Mali aux mains des terroristes, tout bord et jusqu'au dernier terroriste. A-t-elle juré la France? Donc il est coutumier du fait qu'ils resteront silencieux, car c'est eux-mêmes qui ont tué les 200 victimes par procuration. D'ailleurs, les responsables du renseignement militaire russe ont publiquement reconnu, via Shogai Maïga, que Paris est directement impliqué dans la coordination de chaque cible des attaques terroristes au Mali, mais grâce à la Russie, les Flamands vont continuer la dératisation du territoire malien. Alors, le résultat de tout ça, c'est que l'ordre mondial fondé sur des règles imposées par eux-mêmes, c'est-à-dire l'Occident, impliquant ainsi une division raciste du monde entre l'exclusif et le reste. Et bien entendu, nous sommes le reste, et eux, soi-disant l'exclusif. Donc 200 victimes maliennes ne valent pas au même rang qu'une victime occidentale d'une quelconque attaque terroriste. C'est justement ça, cet ordre mondial occidental en conséquence. Et c'est cela que nous continuons à défendre fermement, ce nouvel ordre mondial initié par la Russie et qui sera un ordre mondial attaché aux principes fondamentaux d'une nouvelle charte des nations, c'est-à-dire le respect de la diversité culturelle, civilisationnelle des peuples et aussi de leurs droits à déterminer leur propre destin. Merci, belle fin d'émission, à bientôt. Merci à très cher Lamine Diop. Le standard, il reste ouvert. Alors, Madame Sissi n'arrive pas à nous joindre, c'est ce qu'elle me fait savoir. Le standard, essayez de voir. Madame Sissi qui n'arrive pas à joindre notre compte Skype. Bon, on va faire l'inverse. Voilà. Pendant ce temps, la parole est à notre cher Abou d'Angleterre. Abou, comprenez-vous ce silence de la communauté internationale face à ces morts à répétition, ces victimes du fait des explosifs, des mines antipersonnelles? D'abord, avant tout propos, je voudrais m'incliner devant ces 200 victimes africaines, maliennes, mais africaines. Ça, c'est ce qui est officiel, hein, il faut bien le dire, c'est ce qui est officiel, 200. Mais déjà, ce nombre est déjà écœurant, plus qu'écœurant. Ça dit que même si reste une victime, c'est une victime de trop. Oui. Donc, une minute de silence que je vais me donner d'abord. Je vous remercie. Donc, nous disons que, une fois encore, que le panafricanisme que nous, maintenant, nous arborons, c'est ce que nous disons, que tout doit être fait pour la souveraineté des Africains. C'est-à-dire que on a changé le PANA en remplaçant pour l'intérêt de l'Afrique. C'est-à-dire tout ce qui ne concourt pas à l'intérêt de l'Afrique, pour nous, n'a pas question d'être. Et pourquoi on le dit? Parce que nous disons que nous en avons marre de compter nos victimes. Nous avons marre de savoir que dans cette humanité-là, nous sommes les seuls peuples en ce plein 21e siècle qui ne cessons de compter nos victimes. Mais que nos victimes des autres peuples, hein, n'en ont aucune de nos victimes. C'est que nous qui sommes laissés pour compte. Mais quand il s'agit des victimes des autres peuples, comme on l'a vu dernièrement en Ukraine, on a même demandé aux Africains d'aller les assister et il fallait qu'on fasse un effort supplémentaire au monde entier pour supporter les victimes ukrainiennes, pour leur venir en aide. Oui. Parce que
eux, c'est des êtres humains, nous ne sommes pas des êtres humains. C'est pourquoi que nous disons que ces 200 victimes sont des victimes de trop. Et résolument, il faut aller vers ce que nous tous, nous souhaitons, la rupture totale avec la France, avec les gouvernants français. Ceux-là même que nous soupçonnons et que nous savons, nous ne sommes plus, même au niveau du soupçon, nous savons que c'est ceux-là même qui animent ce chaos organisé au Mali. C'est eux-là même qui sont dans ce complot oudi contre le Mali, parce que c'est ça le paradoxe de cette soi-disant communauté autoproclamée internationale qui, dans le sens, dit quoi? Que tous les peuples ont droit à l'autodétermination, tous les peuples sont égaux en droit, alors en droit et en devoir, voilà. Et paradoxalement, on constate que quand il y a des groupes armés en Europe, on les classe comme terroristes, non à abattre de facto. Mais quand il y a des groupes armés en Afrique, on dit que ce sont des groupes militaro-politiques, des groupes avec lesquels il faut négocier. Ce sont des rebelles, on leur trouve tous de beaux artifices, mais qu'on doit négocier avec eux. Donc, c'est ce paradoxe et cette injustice-là que nous disons que ça n'est de trop au XXIe siècle, que c'est inacceptable. C'est pourquoi que nous sommes de tous bords avec le Mali. Nous sommes, disons, totalement avec tout ce que le Mali fait, de vouloir chasser la France dans toutes ses entités, dans tous ses artifices au Mali, parce que il faudrait que, au ce plein XXIe siècle, que l'humanité comprenne que l'Afrique n'est pas celle-là qui doit subir, après tout ce qu'elle a offert à cette humanité, toutes ces injustices-là, qui ne trouvent pas de solution, qui ne trouvent pas de résonance dans le cœur des autres peuples, qui trouvent que c'est normal, alors que ce n'est pas normal, parce que nous sommes des êtres humains à part entière, égaux, comme eux, on a droit aussi à vivre. Donc, 200 morts de plus, il faudrait que, cette fois-ci, que tous les dossiers que le Mali a pour que les Nations Unies attendent un dossier contre la France soient portés avec les preuves à l'appui. Sinon, que le Mali utilise les canaux comme d'où nous sommes en train de parler, toutes ces télévisions panafricanistes pour mettre les preuves à la face de tout le monde, de telle sorte que la France comprenne que on n'est plus à l'ère du tergiversement, que nous sommes à l'ère maintenant de la vérité, où tout sera su, que nous sommes à l'ère où leur sale besoin doit prendre fin, que ce n'est plus négociable. Tuer pour tuer n'est plus acceptable en ce plein XXIe siècle. Merci, très cher Abou d'Angleterre. Patient parfait d'homme, on peut faire quand même le lien entre ces morts silencieux et cette plainte de l'État malien du côté du Conseil de sécurité de l'ONU relativement aux preuves que Bamako dit détenir de ce que Paris serait à la fois instigatrice et même Paris ravitaillerait les groupes armés. Peut-on faire le lien? Bachir, l'un des slogans du grand Barthélemy Boganda, c'était en langue, la langue Sango, oui. Zokwezo. Oui. Zokwezo veut dire un homme vaut un autre homme. Clair. Ces gens, vraiment, ils étaient en avance. Au Cameroun, bien que les différents leaders de premier plan de l'UPC soient du Sud Cameroun, ils avaient quand même décidé que la langue nationale camerounaise, la langue officielle, devait être le Foufoulde. Donc une langue originaire du Nord Cameroun. Le Poulard, la langue Peul. Voilà. Donc c'est bon. Les gens qui veulent instrumentaliser les Peuls, qui sachent donc que dans un pays qu'on appelle le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, les devanciers dans la lutte de résistance nationale avaient choisi leur langue comme langue nationale chez nous. Alors que les Peuls n'étaient pas majoritaires au sein de cette formation politique. C'est vous dire le niveau de conscience de ces gens-là qui sont battus. Revenons à votre question. Oui. Moi, je pose une question idiote. Tout à l'heure, Jonathan vient de nous donner une brillante démonstration de l'attitude des Occidentaux dans cette guerre en Ukraine. Où les États-Unis sont prêts
a donné la possibilité à l'Ukraine de s'endetter. On appelle ça un chèque en blanc. Oui. Même si la guerre fait 1000 ans. Venez, on va donner. On va vous donner les ronds. Bon. Alors, tonton Macron, explique-nous un peu là. L'aide que tu apportes à l'Ukraine, sans être capable d'envoyer tes soldats là-bas pour sauver, n'est-ce pas, le drame ou bien la menace russe. Que font tes soldats en Afrique? Est-ce qu'il y a un équilibre entre la présence de ces soldats et l'aide que vous envoyez en Afrique? Il vient de nous dire que l'aide qu'on a déjà envoyée en Ukraine, ça fait 20 ans de total de l'aide que l'Afrique a déjà reçue. Il y a un problème. Est-ce que ce ne serait pas dû au fait que les soldats de M. Macron soient plus formés aux guerres en Afrique plutôt qu'aux guerres dans l'Europe de l'Est patient? J'adore votre sens. mais voilà le problème. Oui. Il faut dire aux Africains, ouvrez les yeux. Oui. Ouvrez les yeux. Voilà la réalité. Bon, à cette ONG, bravo. Je les jette des fleurs. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas que 200 morts qui ont été tués par ces mines, par ces engins explosifs improvisés. C'est ça les yeux, n'est-ce pas? Oui. C'est des milliers. Après la complicité de Paris, c'est le Paris qui crée tout ça, qui entretient, qui forme, qui est le logisticien principal. Pourquoi? Parce qu'il faut créer une situation d'insécurité permanente au Mali, une situation d'insécurité permanente dans la bande sahélo-sahélienne, pour justifier justement la présence de l'armée malienne. Mais apparemment, toutes les télés mainstream nous demandent, les médias mainstream nous demandent plutôt que comment dire ça? La terreur parfaite, le danger le plus absolu vient de la Russie. Oui. C'est pour cela que Mme Ursula von der Leyen a dit l'Ukraine avec l'Europe vont vaincre la Russie. Mais pourquoi vous n'envoyez pas vos soldats là-bas? Pourquoi vous n'envoyez pas vos soldats là-bas? D'autant plus qu'on sait que c'est là-bas que tout votre argent est destiné. Tout l'armement est destiné. Quel est, en termes de valeur, n'est-ce pas, l'armement que la France a envoyé au Mali depuis qu'elle est là? Mais regardez, depuis le laps de temps que l'armée russe est aux côtés du peuple malien dans sa quête de liberté, d'indépendance et de souveraineté, ce que le Mali a déjà reçu de la Russie. Après, on va nous parler d'un sentiment anti-français en Afrique. Mais comment voulez-vous que les gens n'aient pas ce sentiment-là? C'est sur la base d'une déduction fort simple qu'ils ont constaté que vous êtes des brigands. Ah. Vous êtes de véritables brigands, des flibustiers, des pilleurs, des gens qui sont dans une théorie. Et là, je remercie à bout de long, parce que souvent, j'ai l'impression d'en parler seul sur certains de nos plateaux. La question du racisme, il ne faut pas l'évacuer. Hein? N'évacuez pas la question du racisme. La poste est là. Il y a un problème. Aimé Césaire disait, si l'Occident a pris la position, c'est-à-dire qu'a été complètement écœuré par ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, en parlant de l'Holocauste, c'est tout simplement pour la première fois. Le sort que ces Occidentaux réservaient exclusivement aux Noirs que nous sommes, un Occident, comment dire ça, un locoderme s'est permis de réserver ce même sort, d'appliquer ce même sort aux leurs. C'est ça le sens, c'est ça la vérité. Hein? Si c'est aux Noirs, il y a eu des Noirs qui sont passés aussi par les fous crématoires, on n'en parle pas assez. De Hitler, hein? Il y en a. Il faut lire le livre de Serge Billet pour comprendre de quoi je parle. On n'en parle même pas. Presque pas. Alors, je fais cette démonstration pour dire que pour moi, je vous ai dit sur ce plateau, les démonstrations comme celle-là, les informations comme celle-là doivent être adressées à notre jeunesse pour qu'elle comprenne mieux le sens des enjeux. Mais les fonctionnaires corrompus de l'ONU, là, je ne leur fais aucunement confiance. Je ne fais pas du tout confiance à ces fonctionnaires corrompus de l'ONU parce que regardez comment ça traîne. Le Mali a posé un problème au niveau de l'ONU. Est-ce que vous voyez les gens se décarcasser pour aller dans le fond de cette requête malienne, de cette demande malienne, de cette plainte malienne? Non. On fait des cartes fer. Et on utilise les endocolons sur notre propre sol, comme c'est le cas de M. Ouattara, pour que cette plainte ne puisse pas prospérer. Voilà où nous en sommes. Mais nous leur disons, ça fait un peu rire. Nous allons le vaincre. Parce que le grand Ruben Nyobé disait, j'aime cet optimisme. Nul n'est prophète en politique. Mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et proposer des solutions
pour éviter le pire. Comprenez? Nous sommes à la recherche de ces solutions et nous allons les trouver. Pour que plus jamais l'esclavage ne soit plus un sort réservé exclusivement à l'homme noir. Pour que plus jamais les affres de la colonisation ne continuent plus d'habiter nos espaces. Pour que plus jamais il y ait l'intention dans la tête, n'est-ce pas, de ces esclavagistes, comment vous l'appelez encore, suprémacistes blancs, de penser que l'homme noir a une place à la périphérie de l'histoire et du développement et de la modernité. Nous allons remettre l'homme noir au cœur de toutes ces problématiques parce que c'est elle qui est l'homme premier. Et en tant qu'homme premier, c'est elle qui, le premier, a montré les voies, n'est-ce pas, de l'humanisme, du développement, de la science et tout ce que vous voulez. On continue d'enseigner à nos enfants, et là je reviens, là je suis content aussi des propos d'Abou, dans nos écoles, il faut refonder l'école. On ne peut plus continuer à enseigner à nos enfants le théorème de Thalès, de Pythagore. Alors que tout le monde sait pertinemment que c'est faux. Et on continue de le dire. On dit qui a inventé l'école, comment vous appelez encore Charlemagne. Des conneries comme ça là. C'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Il n'y avait pas les gens là-bas. Elle était déserte. Mais voilà des choses qu'on continue d'enseigner à nos enfants. Donc il faut qu'on ait le courage d'avoir de véritables États à la tête desquels il y a de véritables dignités d'Afrique pour refonder complètement le système scolaire dans le sens de domestiquer la science. Qui dit la science dit la vérité. La science, c'est aussi la vérité. On ne peut pas continuer à vivre éternellement dans le mensonge, être entouré de mensonges, évoluer dans le mensonge, sans qu'on ouvre les yeux à la réalité que le monde ne cesse de nous montrer tous les jours. Et pour cela, nous sommes décidés d'apporter aujourd'hui plus qu'hier notre soutien au peuple malien, notre soutien au gouvernement de colonel Assimi Goïta et notre détermination à continuer à participer pleinement dans ce combat pour la libération de notre continent. Nous ne le faisons pas par haine. Nous savons ce que c'est la haine. Nous savons ce que c'est le racisme. Nous savons ce que c'est le rejet dont nous ne pouvons pas appliquer, n'est-ce pas, une espèce de parallélisme de forme, n'est-ce pas, ces mêmes intentions maléfiques et diaboliques. Mais nous allons créer le nouveau paradigme qui va enfin remettre l'homme au cœur des préoccupations de notre planète, faire de l'homme le véritable acteur, créateur, la matrice qui va créer cet humanisme dont nous avons tant besoin et que nous avons perdu. Et je peux vous dire, le regard de notre planète changera quand l'Afrique se lèvera et prendra le pouvoir. Merci, patient Parfendum. Certes, on est arrivé au terme de cette émission, mais je vois Peter Brown en ligne. Est-ce qu'on peut lui donner une minute du côté de la régie? Voilà. Peter, bonsoir, vous m'écoutez? En une minute. D'accord. Malheureusement, ça s'est coupé tout simplement. Peter reviendra dans les prochaines éditions et ça commencera, pourquoi pas, ou plutôt ça continuera dès demain. Abou d'Angleterre, merci. On se retrouve certainement dans les prochaines éditions. Pour nos téléspectateurs, il faut savoir, Abou a fait tous ces déplacements pour partager les plateaux en réel avec les différents panélistes et ce sera pendant plusieurs jours. Je ne donnerai pas le nombre exact puisqu'il aura d'autres choses à faire également. Patient Parfendum, bien le merci à vous. Merci. Et puis mes remerciements à mon frère Abou de Londres d'Angleterre, parce que je sais que là-bas où il est en Angleterre, au cœur, n'est-ce pas, de la City et de toutes les malversations de mon finance internationale, il porte le discours du panafricanisme, il porte le combat du panafricanisme. C'est pour ça que je suis fier de lui. Merci. Et Joe Batengene, qu'on retrouvera comme toujours, et d'ailleurs on prépare souvent les sujets ensemble, donc on se retrouve. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour ce soir. Et puis ne zappez pas, dans quelques minutes vous retrouverez Bégoudé Madonné pour le grand journal de Foyou. Bonne suite des programmes.